Bienvenue dans Savoir, le podcast Vigne-Vin proposé par l'Institut français de la vigne et du vin. Plongez avec nous dans l'odyssée de la sélection et création variétale, une première saison où nos experts et partenaires vous dévoilent les secrets de l'innovation variétale. On n'est pas sur un temps court à quelques années, on est sur un temps long. C'est important de pouvoir démarrer rapidement tous les tests. On a besoin de tester, on a besoin d'expérimenter et on a surtout le droit de se tromper. Découvrez comment la science et l'innovation façonnent la viticulture face aux défis de l'agroécologie, du changement climatique et pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Grâce à l'UMT, donc œnotypage, on peut répondre à des problématiques à la fois viticoles, œnologiques et innovation variétale, puisque donc ces outils et méthodes à un petit volume répondent aux contraintes de l'innovation variétale, qui est beaucoup de variétés, peu de raisins disponibles. À chaque épisode, nous explorons un thème en lien avec les variétés et les cépages de la vigne, fruit de 60 ans d'expertise de l'IFV. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne manquer aucun épisode. Allez, c'est parti, préparez-vous à vendanger et à laisser décanter des litres de connaissances. L'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial car c'est le dernier de la saison. Après avoir exploré la création variétale, découvert les outils moléculaires, le travail de sélection et de conservation, nous allons nous demander comment l'innovation variétale est déployée dans les vignobles. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Étienne Goulet, directeur du pôle Val-de-Loire Centre de l'IFV, et Marie-Agnès Ducasse, directeur de l'unité de pêche rouge de l'IFV et coordinatrice UMT œnotypage. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour démarrer cet épisode, je commence avec notre traditionnelle question. Si vous étiez un cépage, vous seriez lequel et surtout pourquoi ? Moi, je dirais le gros lot noir, parce qu'il est très vigoureux. Il vient de quelle région ? De la Loire. Et vous, Marie-Agnès ? Je dirais on a le droit de dire une future variété adaptée à tous les problématiques actuelles, changement climatique, résistante aux maladies et qui fait une qualité de vin exceptionnelle. Alors, quelle est cette variété ? Elle n'existe pas encore, on est en train de la créer. D'accord. Peut-être prochainement, dans les 10 prochaines années, vous pensez ? Peut-être 20. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Pour démarrer, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur la réglementation, puisque dans les AOC, jusqu'il y a peu de temps, on ne pouvait vinifier que des vignes du genre Vitis vinifera dans la restriction des variétés inscrites dans le cahier des charges, mais ça a évolué récemment. Étienne, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui a été modifié ? Oui, tout à fait. Alors, quand on parle d'innovation variétale, là, on va prendre l'angle plutôt variété résistante. Et effectivement, ces variétés résistantes, elles n'étaient pas autorisées en appellation d'origine contrôlée. Après, ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas diffusables, puisque on pouvait les utiliser pour faire des vins sans indication géographique ou des IGP. Mais effectivement, comme en France, la majorité de la production viticole, elle est sous signe d'appellation d'origine contrôlée. C'est plus de 60%, il n'y a que 5% de vins sans IG en France. Donc voilà, il était naturel en fait pour que ces innovations variétales puissent être utilisées, de pouvoir justement les planter en appellation d'origine contrôlée. Et ça, le règlement européen ne le permettait pas jusqu'à une certaine époque. Et puis en 2021, il y a eu une modification de ce règlement européen qui permet en fait de cultiver des hybrides interspécifiques en plus des Vitis vinifera. Donc le règlement va pouvoir l'autoriser. Est-ce que c'est déjà déployé ou c'est encore très très peu du vignoble qui est concerné ? Non, le règlement l'autorise aujourd'hui, mais ensuite il y a la réglementation des appellations d'origine. Et pour intégrer de nouveaux cépages, quels qu'ils soient, dans un cahier des charges d'appellation, il faut modifier ce cahier des charges. Et là, on va pouvoir être aidé depuis pas si longtemps que ça par une directive de l'INAO, qui est la directive VIFA, donc pour des variétés d'intérêt à fin d'adaptation, qui va permettre justement de tester de nouvelles variétés, donc notamment les variétés résistantes, puisqu'elles sont autorisées désormais avec la modification du règlement européen. Donc on va pouvoir les tester dans des conditions d'appellation d'origine, et puis savoir si, oui ou non, l'appellation va les garder, va les inscrire définitivement dans son cahier des charges. Quels sont les AOP qui ont ou qui vont intégrer l'innovation variétale ? Je dirais que
Il y en a beaucoup dans toute la France, hein. Alors, il y a des programmes qui sont déjà en cours, hein, avec des conventions déjà signées entre l'INAO, les ODG, puis d'autres qui sont encore en réflexion. Mais sur l'innovation variétale, si on s'intéresse là particulièrement aux variétés résistantes, ben, on peut citer la Champagne avec le Voltis, on peut citer la Provence avec le Floréal, le Sauvignac, le Sauvigné Gris, Bordeaux pareil, où on rajoute le Vidocq. En Val-de-Loire, on a en Touraine on teste le Floréal, et puis sur l'Anjou, le Voltis, l'Artaban, le Vidocq. Voilà, donc en fait, un petit peu partout, l'Alsace aussi, avec Voltis, Opalor, Sélénor. Voilà, il y a, on va dire, un petit peu partout en France, Côte-du-Rhône, Floréal, Vidocq. Voilà, un petit peu partout en France, ces tests de variétés résistantes sont réalisés. Qu'on comprenne bien, là on n'est qu'en phase de test et ensuite il y aura ou pas une intégration dans les cahiers des charges, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais avant cette phase de test, là, on parle bien des cépages et des variétés qui sont testés. Dans une dizaine d'années, il va falloir que les professionnels disent oui, ça correspond à ce qu'on attend, donc oui, on souhaite les intégrer au cahier des charges, ou non, finalement, ça ne correspond pas à nos attentes et on ne les intégrera pas au cahier des charges. Mais là, on parle déjà du test de ces variétés. Avant, dans la démarche, il a fallu choisir quelle variété on allait tester. Dans à peu près toutes les régions, on s'intéresse à ces variétés. Il y a des programmes de sélection en cours dans les différentes régions et ça entraîne beaucoup de variétés à étudier. Et donc, avant de pouvoir faire ces sélections-là, il faut être capable aussi de vinifier. Et pour le côté, on va dire, œnologie, il faut vinifier un grand nombre de variétés en petit volume, car la création et la sélection variétale, ça engendre beaucoup de variétés avec peu de quantité de raisins disponibles parfois. D'accord. Et ça, c'est tout votre travail à l'UMT, c'est ça? On y reviendra un petit peu plus tard et plus en détail. Oui. Étienne, pour poursuivre avec vous, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment la réflexion s'est déroulée, plus particulièrement sur votre secteur, le Val-de-Loire Centre? Au départ, là, je vous avais dit que voilà, la phase de test des cépages dans la directive VIFA, c'est un petit peu la fin de la réflexion, puisque le début, déjà, il faut se poser les questions. Chaque ODG doit se poser la question pour son appellation ou ses appellations, de savoir est-ce que mon AOC doit s'adapter à quoi et comment. Voilà, donc ça c'est déjà important. Au tout départ, quand on va animer la directive VIFA, on interdit de parler de nom de cépage. Au départ, on se dit est-ce que mon AOC est vulnérable? À quoi? Est-ce que je dois m'adapter et comment? Parce qu'en fait, il y a une multitude d'adaptations possibles et puis les contraintes, elles peuvent être, on peut devoir s'adapter au niveau réglementaire, au niveau environnemental, au niveau climatique. Au niveau des évolutions de consommation, il y a plusieurs types d'adaptations possibles, donc il y a plusieurs réponses possibles, et la diversification de l'encépagement est une des réponses, mais pas la seule. Donc au départ, on doit bien répondre aux questions sur quelle adaptation, comment, est-ce que les techniques actuelles, les pratiques agroviticoles peuvent suffire à s'adapter, et puis envisager, in fine, la diversification de l'encépagement. Mais ça vient qu'à ce moment-là. Et une fois qu'on parle de la diversification de l'encépagement, il faut savoir ce qu'on attend. On peut attendre plusieurs choses. On peut attendre, si on veut s'adapter à l'évolution climatique, peut-être qu'on peut attendre de tester des cépages avec plus d'acidité, avec moins de sucre. Si on souhaite s'adapter à la consommation, si on souhaite un côté un peu plus patrimonial, on peut se dire, tiens, on aimerait bien remettre en avant des cépages patrimoniaux. Voilà, donc on ne parle pas encore de nom de cépages à ce moment-là, mais on parle bien de caractéristiques de ces cépages. Il faut savoir que ces cépages-là, ils vont être utilisés dans un premier temps en faible pourcentage dans les appellations. Donc, ce sont plus ce qu'on va dire un petit peu comme des cépages de service qui vont permettre de s'adapter à petites touches. Donc, pour le moment, tant que les caractéristiques ne sont pas connues, on interdit de parler de nom de cépage. Mais une fois qu'on connaît les caractéristiques et qu'on se dit, nous, en Val-de-Loire, par exemple en Anjou, on sait qu'on peut produire plusieurs types de produits à partir d'un même cépage. Donc les professionnels ont mis comme règle que les cépages qui seront testés devront pouvoir faire plusieurs types de produits, devront pouvoir faire un vin blanc sec, un vin blanc effervescent, des fines bulles, devront pouvoir faire du rouge ou du rosé. Et donc, c'est de pouvoir utiliser le cépage pour plusieurs produits. Donc ça, c'était, par exemple, en Val-de-Loire et en Anjou notamment, une des prérogatives. Et c'est à partir de là que vous avez pu choisir quel cépage pouvoir tester.
C'est ça. Et alors là, il va falloir mettre des noms sur les cépages. Donc il y a pour ça et pour accompagner tout au long du parcours, on a un programme national aussi piloté par l'IAB qui est le programme DECAD, dans lequel à la fois on va pouvoir avoir un guide d'animation de tout ce que je vous ai dit en amont des réflexions. Et ces réflexions, juste pardon, elles se font avec qui du coup? Avec l'ensemble des professionnels? Lesquels? C'est ça. Alors, c'est les ODG, hein, c'est à l'initiative des ODG, donc des appellations. Il y a des groupes de vignerons, des animateurs extérieurs aussi, hein, ça, avec des pépiniéristes, avec des négociants, voilà, toutes les parties prenantes de la filière, mais ça se passe vraiment à l'initiative de l'appellation. Et donc, on a des réunions, des tables rondes pour échanger là-dessus. Et donc, avec ce programme D4, ça permet d'animer tout ça. Et là, vous en êtes où, du coup, en Val-de-Loire? Alors, il y a l'animation et puis il y a le choix des cépages. Donc, on a aussi, dans le cadre du programme DECAD, un petit outil qui va nous permettre justement, avec les caractéristiques qui vont être proposées par les vignerons, de dire, pour répondre à toutes ces caractéristiques-là, peut-être que tel ou tel cépage serait intéressant. Avec les contraintes, bien sûr, qu'ils ont évoquées. Par exemple, ils peuvent dire, moi, chez nous, il faut que le cépage, il ait une filiation génétique avec nos cépages traditionnels, donc avec le chenin, avec le cabernet franc. Et donc, en fait, quand on va remplir un petit peu tous ces critères, on va finalement avoir une liste de cépages qui pourraient correspondre aux attentes des professionnels. Donc, c'est à ce moment-là que l'on choisit les cépages. Et ensuite, on ne peut pas en tester énormément, parce qu'en fait, c'est long, il faut les tester, c'est en conditions de production classique, donc chez les vignerons. Donc il faut que les vignerons plantent ces cépages, qu'ils les vinifient à part et qu'ils soient suivis, toutes ces parcelles, par des organismes tiers comme l'IFV. Donc en fait, ça prend du temps, c'est une expérimentation sur une dizaine d'années, donc on ne peut pas non plus suivre des dizaines et des dizaines de cépages, parce qu'on n'en aurait pas les moyens humains tout simplement. Oui, il faut que la liste soit quand même assez restreinte. Voilà, donc il y a quelques cépages, ça dépend des appellations, mais on peut tester en Touraine de 4 à 5 cépages. Et puis, par exemple, sur l'Anjou, chez nous, on peut avoir une dizaine de cépages, puisqu'on a beaucoup plus d'appellations. Du coup, quelle est la dynamique de diffusion des nouvelles variétés en Val-de-Loire? En fait, si on parle des variétés résistantes, les nouvelles variétés résistantes, hein, les premières ont été inscrites au catalogue en 2018. Et ensuite, il fallait qu'elles soient disponibles, hein, il fallait qu'elles soient multipliées par les pépiniéristes. En 2020, en Val-de-Loire, on partait quasiment de zéro en surface plantée en variétés résistantes. Aujourd'hui, avec les chiffres de 2023, on est à plus d'une centaine d'hectares. Alors, c'est rien par rapport à l'ensemble de l'assépagement, mais on voit la dynamique de progression. Et on a surtout parlé de l'évolution réglementaire qui va nous permettre justement d'utiliser ces cépages en conditions d'appellation d'origine contrôlée, donc ce qui va permettre un déploiement un peu plus important. Mais c'est surtout et essentiellement la disponibilité des bois pour faire des plants qui était au départ le frein majeur. Vous, à l'IFV, vous avez un domaine expérimental qui est le domaine de Montreuil-Bellay. Est-ce que vous pouvez nous en parler? On a effectivement cette chance de pouvoir avoir un domaine en propre où on va en fait, comme un viticulteur, comme une exploitation classique, pouvoir tester pas mal de choses. Alors en prenant évidemment peut-être un peu plus de risques, en allant un petit peu plus loin parce que c'est un domaine expérimental. Mais pour le coup, on teste toutes ces nouvelles variétés, on les teste au niveau du domaine expérimental. Et même, vous avez parlé de la sélection, on est un site de création et de sélection, donc on fait les croisements, l'hybridation au moment de la floraison, et puis ensuite on fait également la sélection. Donc en fait, on va avoir toute une somme de variétés qu'on va étudier avant même leur inscription, et une fois qu'elles sont inscrites, on a comme ça la possibilité de les avoir déjà plantées depuis un petit moment. Ça devient le lieu de rencontre des vignerons, des pépiniéristes, où ils viennent sur notre domaine regarder, voir ces variétés, parce que c'est pas le tout de les connaître, d'avoir leurs caractéristiques sur un catalogue. Et il est hyper important de les voir en vrai, voilà, de les voir en vrai, de voir si ça fait des petites grappes, des grosses grappes, de voir comment est le comportement. Ils aiment bien les toucher, les voir. Voilà, c'est hyper important qu'il y ait des lieux ouverts où on puisse venir voir ces variétés plantées. Et ensuite, évidemment, goûter les raisins, puis goûter les vins. Mais là, ça, c'est un travail après de vinification qu'on réalise, mais c'est plutôt le sujet de Marie-Agnès.
Alors justement, avant de laisser la parole à Marie-Agnès, qui va nous expliquer tout ça, je vous propose maintenant le moment du quiz. Alors nous vous avons préparé quelques questions pour tester Marie-Agnès et Étienne vos connaissances, mais vous aussi qui nous écoutez, n'hésitez pas à jouer, c'est parti. Quel est le cépage résistant introduit dans le cahier des charges du Champagne? Je vous fais 3 propositions, l'Artaban, le Voltis ou le Lilaro. Le Voltis. Bonne réponse. Deuxième question, quel est le nombre d'IGP à avoir intégré les variétés résistantes dans leur cahier des charges? 7, 17 ou 27? Sept. Ah, 17. Bonne réponse d'Étienne, c'est bien 17. Le cépage résistant Cyrano est, 3 propositions, une évocation du chant des sirènes en hommage à Ulysse et son Odyssée qui fait écho à l'Odyssée de la création et de la sélection, un néologisme construit à partir du mot Cyre pour évoquer son potentiel œnologique pour des vins de garde, ou un hommage à Cyrano de Bergerac, le Cyrano est proche de certaines variétés du sud-ouest de la France. Vas-y, Marie-Agnès, hein. N'hésite pas. Un ou deux? Alors, le chant des sirènes ou le mot cire, c'est ça, Marie-Agnès? Ouais, allez, on va dire le mot cire alors. Bon, alors je vais prendre la 3. Ah, vous en sortez bien, Étienne. Cyrano. Tout à fait, c'est Cyrano de Bergerac. Exactement, c'est un hommage. Voilà, puisque le Cyrano est proche de certaines variétés du sud-ouest de la France. Et la dernière question, le persan est un cépage savoyard qui a été inscrit au catalogue français car il présente une acidité très élevée, caractère d'intérêt dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. La date de son inscription remonte à quelle année? 2006, 2016 ou 2022? Je vais dire 2022. Marie-Agnès, une idée? Non, pas d'idée, mais je vais suivre Étienne, comme ça... Ah non, tu vas briller, 2016. Écoutez, personne ne brille car c'était 2006. Ah mince. Je suis désolée. Bah, écoutez, vous avez quand même 3 bonnes réponses sur 4. Donc bravo à tous les deux. Donc justement, Marie-Agnès, j'aimerais qu'on explique un petit peu votre travail, puisqu'on a beaucoup parlé de ce qui se passait dans les vignobles, mais il y a aussi du travail avant, pendant et après dans les laboratoires. Donc il faut pouvoir déguster les vins et étudier la fermentation de toutes ces nouvelles variétés. Et ça, c'est votre mission avec les équipes de l'UMT Axia Œnotypage, dans lesquelles vous avez miniaturisé la vinification. Expliquez-nous tout ça. Je dirais plutôt qu'avant de déguster, mais justement, il faut être capable de vinifier ce très grand nombre de variétés qu'on produit et qu'on crée en innovation variétale. Et notamment, on n'a pas beaucoup de volume de raisin. Donc, l'idée que l'on a eue, c'était de faire un procédé de vinification en petit volume avec 1 litre ou 1 kilo de raisin pour fermenter à haut débit ces petites quantités de raisin. Et ça nous a pris plus de 5 ans d'expérimentation pour développer ces outils ingénieux et mettre en place un process de vinification répétable à cette échelle de vinification, de fermentation. Et justement, ce type d'expérimentation permet d'avoir des indicateurs œnologiques très tôt dans la sélection quand on a beaucoup de variétés. Sinon, on n'a pas d'informations œnologiques où on les a tardivement quand il faut les sélectionner, où on n'en teste que sur 10 ou 15 variétés au moment où on les a. Donc, c'était pour faire des pré-tests œnologiques avant de les déployer, justement. En particulier pour les vins rouges, on a relevé le défi de vinifier 1 kilo de raisin, en fait, grâce à un robot qui s'appelle Vinimag. Il faut savoir qu'à chaque vendange, on congèle des lots de raisins de 1 kilo, tout vide, de différentes variétés que l'on souhaite étudier d'un point de vue œnologique. Et on peut ainsi différer leur fermentation toute l'année, faire réaliser jusqu'à 800 fermentations par an. Et Vinimag, ce robot, il permet de vinifier 60 fermenteurs en même temps, de contrôler et réguler la température des fermentations, de regarder l'extraction de la couleur dans le vin. À la fin des fermentations, on réalise des analyses arômes, la couleur, enfin des paramètres de qualité des vins, et qui nous donnent les premières informations œnologiques sur ces nouvelles variétés. Donc en fait, vous faites le lien entre la viticulture, la sélection, l'œnologie.
Oui, 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 en effet, grâce à l'UMT, donc Enotypage, hein, c'est une collaboration INRAE, l'Institut Agro Montpellier et l'IFV. On peut répondre à des problématiques à la fois viticoles, œnologiques et innovation variétale, puisque donc ces outils et méthodes en petit volume répondent aux contraintes, hein, de l'innovation variétale, qui est beaucoup de variétés, peu de raisins disponibles. Et en fait, cette échelle, elle permet aussi de vinifier, il faut savoir, à l'échelle du cep, puisqu'on peut avoir un fermenteur pour un cep et analyser les critères, les indicateurs œnologiques adaptés, pertinents pour caractériser ces nouvelles variétés. Et ça fait le lien entre variétés, contraintes viticoles, indicateurs œnologiques pertinents sur ces nouvelles variétés. Et c'est ce qui est au cœur du sujet de l'UMT œnotypage. C'est apporter un phénotypage œnologique à cette étude de variété. Donc finalement, oui, on fait le lien, innovation variétale et œnologie. C'est un véritable atout, j'imagine, pour les vignerons et sur le terrain et pour la recherche d'avoir ce moyen assez rapide finalement de pouvoir, faire des tests et des pré-tests. Je dirais qu'en vigne, c'est relatif le temps. Ça nous permet en fait de cribler ou d'enlever plusieurs variétés qui ont déjà, on va dire, des défauts. C'est plutôt, on cherche des choses rédhibitoires qui passeront pas de toute façon en sélection et que les vignerons voudront pas. Donc on regarde l'aspect agronomique, œnologique. On met des poids à chaque chose qui peut être intéressant et on enlève ceux qui sont pas intéressants, qui produisent pas de rendement, qui produisent des choses faibles en couleur, difficiles à extraire, etc. Donc, on fait un pré-tri avant de passer sur une sélection dans les régions. Est-ce qu'on peut rappeler, rapidement également les missions de votre UMT? Il y a 5 axes dans l'UMT. Il y a un axe sur le développement d'outils en petit volume, parce que c'est un véritable enjeu de savoir vinifier à cette échelle. Il ne faut pas que ça donne des résultats aberrants en œnologie. Donc, on a beaucoup travaillé pour faire des vinifications qui veulent dire quelque chose à cette échelle-là. Ensuite, on a un axe sur les indicateurs œnologiques pertinents pour le choix de ces nouvelles variétés. Qu'est-ce qu'on regarde comme polyphénol, comme arôme d'intérêt, comme couleur, comme sensibilité à l'oxydation. Enfin, il y a plusieurs indicateurs œnologiques pertinents en fonction de ce qu'on cherche comme qualité. Ensuite, il y a un axe sur l'impact du changement climatique sur ces nouvelles variétés. Est-ce qu'on peut avoir un peu la qualité du vin et le comportement de ces variétés face au changement climatique assez rapidement ou pas. Puis, il faut savoir que ces outils, ça amène beaucoup de données et qu'il faut les rendre disponibles aussi après pour avoir l'information de toutes les études qu'on fait. Donc, on a un axe aussi sur la gestion de toutes les données qu'on produit sur toutes ces variétés. Et est-ce que vous pourriez nous indiquer un travail de recherche, d'expérimentation concret? Je pensais au projet, NOLO, si vous pouvez nous le présenter rapidement. Il faut savoir qu'il y a des programmes de sélection en région qui visent à développer des variétés tolérantes aux maladies et descendantes des cépages emblématiques par région. Par exemple, nous, il y a l'ODG Picpoul qui travaille sur un descendant du Picpoul résistant aux maladies. Et en fait, dans toutes les régions, il y a énormément de parcelles et de variétés plantées. Donc cette diversité pourrait être utile pour trouver des variétés qui produisent en fait moins de sucre, donc moins d'alcool, avec des potentiels œnologiques intéressants. Et donc en collaboration avec l'UMT Génoville et les interprofessions qui ont ces parcelles, nous démarrons le projet Génolo pour identifier ce type de variété et ça permettrait d'accompagner un peu les nouvelles démarches de vins à faible degré d'alcool en réponse aux demandes des consommateurs. Et c'est vrai qu'avoir une variété faible en sucre, résistante aux maladies, adaptée au changement climatique, avec un potentiel œnologique intéressant, ce serait un peu un Graal pour produire un vin faible degré d'alcool et qui est une demande actuelle du marché, on va dire. Très bien. Bah, écoutez, nous arrivons à la fin de notre épisode. J'aimerais vous laisser conclure tous les 2 sur, comment vous voyez, la suite, quels sont les enjeux à venir et vous me parliez tout à l'heure d'un temps long nécessaire, donc je vous laisse conclure là-dessus. En mot de la fin, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est important de pouvoir tester. Voilà, c'est un temps long, on l'a dit. On ne va pas remplacer les cépages, on ne les remplacera pas. On va en ajouter. On ne va pas changer du jour au lendemain. C'est un temps très long. On a besoin de tester, on a besoin d'expérimenter et on a surtout le droit de se tromper. On peut tester certains cépages et se dire ben non, finalement ça ne va pas, etc. Voilà, on n'est pas sur un temps court à quelques années. On est sur un temps long. C'est important de pouvoir démarrer rapidement tous les tests. Voilà, c'est sûr.
plusieurs dizaines d'années. On a le temps, on expérimente, on se trompe, on revient, mais toujours expérimenter. Il faut être patient, c'est ça? Ouais, c'est même pas de la patience, hein. Quand on aime, il y a pas de patience, c'est tout simplement de la passion plutôt et voilà, il faut expérimenter, il faut continuer, il faut surtout se faire plaisir. C'est pour ça que la dégustation est hyper importante. Tout le travail de Marie-Agnès, c'est hyper important pour réussir à trouver des cépages qui conviennent aux opérateurs et aux consommateurs et ça, on a le temps pour ça, pour pouvoir les trouver. À vous, Marie-Agnès, sur le mot de la fin? Je conclurai que les outils qu'on développe, on a envie de les transférer auprès des acteurs de la filière pour que ce type d'outils puisse apporter beaucoup d'infos sur des critères œnologiques aux nouvelles variétés. Donc, on est en train de transférer nos outils dans la filière. Écoutez, merci à vous deux, Étienne Goulet et Marie-Agnès Vicaz, d'avoir participé à cet épisode. Merci à vous de nous avoir suivis. Tous les autres épisodes de Savoir le podcast Vigne-Vin, il y en a 12 en tout, sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.